Récemment, sur Instagram et sur YouTube, je vous ai demandé de me poser vos questions auxquelles vous souhaitiez que je réponde lors de cette foire aux questions. Alors on y est, je vais répondre à toutes les questions que j'ai sélectionnées, c'est parti. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? As-tu un travail en dehors des réseaux? Donc déjà j'ai fait un double bac franco-allemand, ça s'appelle l'Abibac. J'ai donc fait de l'allemand en intensif au lycée. Après ça, j'ai intégré une classe préparatoire ECE, donc pour les écoles de commerce. Et ensuite je suis entrée en école de commerce, en grande école donc. Dans cette école, j'ai fait un parcours spécial sur le business connecté, donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est le commerce en ligne, internet, la communication sur internet, en ligne, etc. Et après plusieurs stages, j'ai été diplômée et dès lors où j'ai été diplômée, je me suis lancée en cuisine, ce qui n'est pas du tout logique. Mais il faut savoir qu'en réalité, je me suis rendu compte très vite, au bout de quelques mois de vraiment ma première année post-bac, que ça ne me convenait pas en fait, le milieu purement commercial. Et malheureusement, j'ai pas vraiment eu la possibilité auprès de mes proches d'arrêter ces études-là. Et donc je me suis mis la pression pour continuer ces études-là, que j'ai donc fini. Mais une fois que j'avais fini mes études, par contre, je suis partie dans totalement autre chose. Et donc je suis partie en cuisine en tant qu'autodidacte. On arrive donc en 2020, j'ai travaillé dans 2 restaurants où j'ai pu cuisiner vegan. Et ensuite, je me suis lancée à mon compte en 2022 sur les réseaux sociaux. De ce fait, effectivement, le travail que je produis sur les réseaux sociaux actuellement est mon travail à temps plein depuis février 2022. Il faut savoir que je suis sur les réseaux sociaux et sur internet depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisque j'ai créé mon blog lorsque j'avais 16 ans, donc ça remonte à 2012 parce que c'était l'ancêtre en fait des réseaux sociaux, les blogs. Et ensuite je me suis lancée sur Instagram en 2016 environ, c'est-à-dire le moment où je suis devenue végane et aussi le moment où je suis sortie de mes classes opératoires parce que j'avais beaucoup plus de temps du coup pour créer du contenu. Et depuis février 2022, je suis donc à plein temps sur le runner et les raisins, que ce soit sur le contenu créé sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Et on parlera plus tard de est-ce que je vis de cette activité, mais vous allez voir, c'est pas forcément aussi évident que cela. Les premiers jours pour stopper la viande ont-ils été difficiles? Alors c'est une excellente question, il faut savoir que je suis devenue végétarienne lorsque j'avais 19 ans, donc on était en 2015. Et en fait, si on calcule bien, je suis devenue végétarienne lorsque j'étais en classe préparatoire. Il faut savoir que ça m'a pris vraiment au moins 6 mois avant de réellement devenir végétarienne. Avant ça, j'étais ce qu'on peut dire flexitarienne, c'est-à-dire que je mangeais de la viande, mais de moins en moins, et j'en mangeais à peu près 2-3 fois par semaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réduit par goût, on va dire, c'est-à-dire que j'ai jamais été très attirée par la viande. Ça me gênait en fait, le côté sanguinolent de la viande me gênait. Également, j'avais beaucoup de mal à cuisiner de la viande. Je me souviens encore, en fait, les fois où j'ai cuisiné de la viande dans ma vie se comptent sur les doigts d'une main. Et je me souviens encore d'une fois où j'avais utilisé du poulet qui était encore un petit peu congelé et j'avais dû le couper sur ma planche à découper et ça m'avait profondément dégoûté. Ce qui fait que je pense que j'avais déjà fait en fait le lien dans ma tête entre l'animal mort, sa chair qu'on cuisine et la viande tout simplement. Et donc je pense que j'avais un peu des prédispositions, on va dire, à devenir végétarienne, mais ça m'a pris du temps parce que j'avais pas encore les convictions au début. Et pendant ces 6 mois, en fait, j'ai commencé à m'informer sur la façon dont les animaux sont traités, sur qu'est-ce qu'on mange, qui on mange plus précisément, et ça m'a convaincue de devenir végétarienne, ce qui fait que lorsque j'étais vraiment à 2 fois ou 1 fois manger de la viande par semaine, j'ai arrêté. J'ai aussi eu quelque chose où, en fait, je pense que mes enzymes digestives se sont modifiées, parce qu'il faut savoir que l'humain n'a pas naturellement les enzymes digestives pour digérer la viande. Et c'est vrai que sur certaines personnes qui vont arrêter de manger de la viande, certaines vont garder en fait cette enzyme digestive et d'autres vont la perdre. Et je pense que je faisais partie de la catégorie des personnes qui la perdaient, puisque lorsque je suis devenue vraiment flexitarienne, que je mangeais de la viande genre 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines, et bien je ne pouvais plus digérer la viande. Une fois j'avais vomi tout simplement, et cette fois là je me suis dit c'est fini, clairement j'avais pas que ça à m'occuper quand j'étais en prépa, c'est fini, je ne mange plus de viande, et c'est comme ça que je suis devenue végétarienne. Et pour le poisson ça a suivi aussi 2 jours après, je crois, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, non, ça n'a pas du tout été difficile pour moi de me passer de viande ou de poisson, d'autant plus par la suite, lorsque j'ai réellement compris pourquoi c'était important de le faire, c'est-à-dire pour les animaux tout simplement, pour le respect de leur vie. En fait, ma conviction elle est suffisamment forte pour que ce soit pas difficile, même si il y avait certains produits animaux que j'adorais avant, comme notamment le saumon fumé. Donc effectivement, je dirais que ça n'a pas été difficile pour moi d'arrêter la viande. Néanmoins, à noter tout de même que ça m'a pris des mois et des mois et des mois avant de vraiment arrêter la viande. Et c'est ok, en fait, on a le droit de prendre du temps pour changer son alimentation. Il n'y a absolument aucun souci à ça. Donc à la fois, ça n'a pas été difficile et en même temps, ça m'a quand même pris plus de 6 mois. Donc vraiment, il faut être chill, je trouve, par rapport à ça. Tant que vous avez un objectif en tête, et même si cet objectif peut se modifier avec le temps, eh bien,
commencez par réduire un petit peu, continuez à vous informer sur les conditions d'élevage, sur les conditions de mise à mort des animaux, regardez ça, regardez si ça résonne en vous, si c'est juste pour vous de traiter les animaux comme ça ou non, et en fait réfléchissez, je pense, à votre rapport personnel aux animaux, à la nature, à celui que vous souhaitez avoir tout simplement. Et pour moi ce rapport-là devait être un rapport de bienveillance, un rapport dénué le plus possible de violence, et de violence en fait qui va être générée par mon plaisir gustatif par exemple. Donc en fait tout ça c'est lié, ça a pris du temps et ça s'est mis en place, et depuis du coup je suis totalement végétarienne depuis 9 ans et végane depuis 8 ans. Tu as appris comment à cuisiner aussi bien, passion ou diplôme? Alors déjà merci beaucoup pour le compliment qui est compris dans la question, c'est vraiment très très gentil. Je suis totalement autodidacte en cuisine, je n'ai jamais fait de formation de cuisine. En revanche j'ai travaillé dans des cuisines parisiennes, mais il faut savoir que j'étais en général seule en cuisine, c'était vraiment des cuisines autonomes, donc je me suis pas formée auprès d'une brigade par exemple. Après je sais que j'ai des attitudes en cuisine qui sont clairement des attitudes d'autodidacte, je ne vais pas manier aussi bien le couteau qu'une personne qui va avoir appris dans une école par exemple. Néanmoins, comme tu le dis, ça m'empêche pas de savoir cuisiner, de cuisiner très bien. Donc en fait, je dirais que ce qui m'a appris, c'est réellement la passion, puisque si vous me connaissez dans la vraie vie, dans le quotidien, vous verriez que je suis tout le temps, le nez collé dans quelque chose qui a un rapport avec la cuisine, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts, que ce soit des supports écrits, des livres, des e-books, plein de choses comme ça. Et en fait, je suis tout le temps fourrée là-dedans, et donc à force, forcément, eh bien, j'apprends beaucoup de choses, que ce soit sur la nutrition ou sur la cuisine, et ce sont des choses ensuite que je teste dans ma cuisine, puisque j'adore tout ce qui est assez créatif, et donc j'aime sortir de ma zone de confort et tester des choses. D'ailleurs, lorsque j'ai été chef dans ces 2 restaurants vegan, et bien c'était toujours 100% mes recettes, ce n'étaient pas des recettes d'un cahier qu'on me donnait, comme c'est souvent le cas dans les restaurants, et c'est tout à fait normal, puisque la plupart des restaurants ont des cartes fixes, mais c'était pas le cas dans les restaurants dans lesquels j'ai travaillé, c'était des cartes qui changeaient tous les jours, et de ce fait, j'avais la liberté de créer mes propres recettes, ce qui fait que pour moi, ça a toujours été une dimension extrêmement importante de ma cuisine. La créativité pour moi c'est essentiel, je préfère être créative quitte à pas avoir toutes les techniques plutôt qu'avoir toutes les techniques mais être uniquement applicante. Comment tu gères ta santé mentale avec tous les détraqués du citron qui pullulent sur les réseaux sociaux? Alors merci beaucoup pour cette question, je la trouve tellement bienveillante et empathique. Vous le savez, puisque parfois je partage, on va dire 0,5% des commentaires haineux que je reçois, je les partage parfois en stories, aussi pour sensibiliser au sujet du harcèlement en ligne. Il faut savoir que les discriminations qui opèrent dans la société vont se repérer aussi dans la discrimination en ligne, ce qui est assez logique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont subir des discriminations systémiques dans la société, eh bien, vont avoir plus de chances d'être harcelées en ligne. Donc en fait, si vous êtes un homme blanc privilégié, eh bien, vous avez moins de chances d'être harcelé. Mais si vous êtes une femme, si vous êtes une personne racisée, si vous êtes une personne LGBT, si vous êtes une personne végé ou végane, si vous êtes une personne grosse, etc., etc., je vais pas toutes les faire, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'être harcelé. Et donc moi, eh bien, je cumule le fait d'être végane, le fait d'être une femme et le fait d'être en surpoids. Et tout ça fait que je me reçois énormément de haine. Et donc effectivement, j'ai parfois vraiment, avec la visibilité que j'ai gagnée, puisque j'ai énormément de visibilité en ce moment sur les réseaux, notamment sur Instagram, et bien forcément je vais sortir de ma niche, je vais sortir de ma communauté qui est ultra bienveillante, et je vais atteindre en fait des personnes qui ne le sont pas, et qui donc vont s'attaquer à mon physique, à mon caractère de femme, à mon caractère de végane, etc. Et donc bah, c'est parfois assez difficile à vivre. Maintenant je suis très contente avec mon évolution sur ce sujet-là, parce que bah, je suis suivie psychologiquement depuis maintenant des années, et vraiment le travail avec ma psy m'aide énormément à pouvoir travailler sur ces sujets, à comprendre pourquoi ça me touche, à comprendre comment m'en protéger. Et en fait je pense que le sujet c'est vraiment de se protéger et bah, comme dit d'apprendre à être moins touché par les paroles des gens. Du coup globalement ça va, mais c'est vrai que parfois ça peut être très lourd, notamment parce que je trouve qu'on est très incomprise sur ce sujet là, c'est à dire que même dans mon entourage peu de personnes peuvent comprendre la violence que c'est de recevoir quotidiennement, tout le temps, partout en fait sur votre espace de travail, puisque mon téléphone portable est mon espace de travail, des messages de haine, des messages de violence, des messages d'attaque physique, d'attaque mentale, tout ce que vous voulez. Parfois c'est vraiment cumulé et c'est pénible, et on a du mal aussi à s'en détacher, parce que j'ai du mal à partir du principe que je vais laisser totalement mes réseaux fonctionner tout seul, et que du coup il va y avoir beaucoup de paroles haineuses à mon encontre qui vont en fait pulluler sous mes propres vidéos, sous mes propres contenus, parce que bah évidemment internet c'est un endroit public, mais tout comme la rue peut l'être, et personne n'a envie de se faire attaquer dans la rue, et personne n'a envie en fait de subir des agressions verbales dans la rue, donc évidemment vous vous défendriez peut-être si c'était le cas,
ou bien vous éviteriez de croiser la personne, et bien c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Donc honnêtement, pour la haine que je me reçois, ça va, mais c'est vrai que je fais attention à tout ça parce que ça peut vite partir en fait en déprime et en difficulté à continuer son travail, et ça c'est très très important pour moi de faire attention à ce harcèlement moral que clairement je subis sur les réseaux sociaux et donc de m'en protéger. C'est fou la quantité de contenu que tu produis. Combien de temps est-ce que ça te prend sur la semaine? Alors effectivement, j'ai grandement augmenté la quantité de contenu que je produis, notamment parce que justement ça va beaucoup mieux psychologiquement. J'estime vraiment que si vous me suivez depuis ce temps-là, l'hiver dernier, je pense que j'étais en dépression parce que vraiment c'était horrible à vivre, c'était très très difficile. Et en vous passant les détails trop personnels pour l'instant, en coupant les ponts avec une personne de ma famille qui me faisait du mal, une personne très très proche de moi, eh bien j'ai pu tout simplement me sortir un petit peu de tout ça et ça m'a vraiment aidé à aller mieux, puisque forcément quand vous excluez une personne de votre vie qui vous fait du mal au quotidien, eh bien ça vous permet d'aller mieux tout simplement. Et je me suis vraiment retrouvée, j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé mon moral. Alors il faut savoir qu'avec mon syndrome des ovaires polykystiques, évidemment ça peut aussi toucher le moral, puisque j'ai un trouble dysmorphique prémenstruel. Je vous invite à faire vos recherches sur internet si vous ne connaissez pas ce que c'est hyper intéressant d'apprendre ce que c'est. Et en fait le fait d'aller mieux tout simplement m'a vraiment permis de reprendre mon travail normalement. Je me suis aussi battue contre l'aspect psychologique qui s'appelle le perfectionnisme, qui n'est pas le perfectionnisme comme on l'entend au sens commun, mais qui a un sens psychologique très précis. Bref, encore une fois, un sujet hyper intéressant à aborder, mais qui en fait m'empêchait de travailler. Et donc, lorsque j'ai réussi à travailler sur tout ça, à me mettre en sécurité, etc., eh bien j'ai pu reprendre le travail avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de créativité, et du coup ça s'est totalement ressenti sur mes réseaux sociaux. Le temps que ça me prend par semaine, eh bien je travaille du lundi au vendredi environ de 10h à 19h avec à peu près 1 heure de pause le midi. Et ensuite le week-end, je travaille entre 2 et 4 heures. En tous les cas, je suis vraiment ravie que mon contenu vous plaise de plus en plus et que vous soyez de plus en plus nombreuses à me suivre. Est-ce que tu as visité d'autres pays que la France? Alors oui, depuis que je suis jeune, je visite beaucoup de pays, et notamment au début c'était mes parents forcément qui choisissaient de m'envoyer dans des pays, et elles choisissaient de m'envoyer dans des pays qui étaient en grande majorité germanophones ou anglophones. Pourquoi? Parce que mes parents ont toujours misé de façon importante sur le fait que j'apprenne des langues et que je sois douée en langue. Et je dois dire que pour ça je suis hyper heureuse de l'éducation que j'ai eue sur ce sujet, puisque effectivement j'ai pu bien creuser le sujet des langues, et maintenant lorsque je voyage, par exemple que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, eh bien je peux bien parler la langue. Et en fait c'est vraiment un sujet qui est resté super important pour moi, le sujet de la langue, puisque je continue aujourd'hui à me former sur ces deux langues, et notamment sur l'anglais grâce, je sais pas si vous connaissez, à une plateforme en ligne qui s'appelle Cambly. Ça fait plusieurs mois que j'utilise Cambly directement chez moi depuis mon ordinateur. Hyper pratique, pas besoin de me déplacer pour avoir des cours en ligne. Et ce que j'adore avec Cambly en fait, c'est que ce sont des cours en petits groupes, donc on est environ 2 à 3 personnes max par groupe, et en fait on va se retrouver avec une personne native qui est donc une professeure d'anglais qui va pouvoir nous parler totalement en anglais, il n'y a pas de français dans les cours, avec notre niveau. Les profs sont hyper bienveillantes, et ce que j'adore avec Cambly, c'est que c'est accessible tout le temps depuis chez moi, vraiment, il y a des cours 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et en fait ce que je fais en général, c'est que je vais choisir tout simplement le thème de mon cours. Donc il y a le thème par exemple culture, il y a le thème sur l'actualité mondiale, il y a un thème sur le sport, il y a un thème sur les divertissements, et justement un thème sur les voyages que je trouve hyper pratique. Je le prends régulièrement comme ça quand je vais en voyage, notamment en Angleterre ou dans des pays anglophones, et bien tout simplement je peux réutiliser vraiment tout ce qu'on a appris dans ces cours là en direct. Une fois que j'ai choisi mathématiques et ma professeure, et bien je choisis tout simplement mon niveau. Donc moi j'ai plutôt un bon niveau, donc je prends plutôt un bon niveau, comme ça je me retrouve avec un cours qui est adéquat en fonction de mon niveau, et également des personnes qui vont être de mon niveau. Ce que j'aime trop aussi, c'est qu'il y a des personnes du monde entier sur Cambly, donc à chaque fois c'est toujours intéressant de mettre en fait en relief nos différentes cultures, nos différentes façons de voir le monde. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi, hyper pratique, parce que moi régulièrement dans mon travail je parle anglais, puisque quand je collabore en fait et que j'échange par email avec des marques, parfois les échanges de mails se font en anglais, et du coup pour ça j'aime trop sur Cambly prendre les cours justement qui sont spécifiques sur l'anglais qu'on appelle d'affaires, donc qui est un anglais spécifique pour échanger dans le milieu professionnel. Et donc voilà, ensuite il suffit que je sois connectée sur Cambly à l'heure choisie pour le cours, et ensuite c'est parti. Et ce que j'aime trop, c'est que c'est pas du tout des cours magistraux, donc c'est pas du tout ennuyeux, bien au contraire. Les professeurs, qui sont d'ailleurs toujours ultra bienveillants, gentils, agréables, c'est trop agréable, vont en fait vraiment vous poser des questions, donc on répond aux questions en fonction du thème, et en fait on va échanger comme ça, en parlant nous-mêmes, en écoutant les autres parler, et également le ou la professeure parler. Et comme la langue maternelle de la professeure est toujours l'anglais, bah à chaque fois l'accent est top, et ça c'est vraiment
hyper pratique de pouvoir parler pour exercer son accent et aussi tout simplement s'exercer au quotidien, pas que en écoutant de l'anglais, parce que c'est souvent ce qu'on fait beaucoup, mais aussi tout simplement en parlant. Et franchement c'est top parce que depuis que j'utilise Cambly, je vois vraiment mon anglais s'améliorer parce que c'est vrai que c'est pas évident de vraiment parler anglais au quotidien. Donc sachez que si vous êtes intéressé par le fait de découvrir la plateforme, j'ai un prix hyper intéressant pour vous. Vous pouvez payer seulement 12,50 € par mois pour accéder à ces cours en groupe sur Cambly. J'avais lu dans mon cours de biologie qu'il y avait un certain équilibre entre les vivants. Pour faire plus simple, l'eau et l'énergie solaire sont consommées par les végétaux, qui eux-mêmes sont consommés par les animaux et qui eux-mêmes sont consommés par les humains. Puis les humains sont réduits en cendres, qui nourrissent les petits insectes qui se transforment en terre et ainsi de suite. Ma question est donc, s'il y a un équilibre dans la nature et que par exemple tous les humains sur cette terre décident de devenir véganes, cet équilibre se brisera-t-il? Les végétaux seront consommés 2 fois plus par les humains et les animaux, ce qui conduira à une déforestation par consommation. Alors question hyper intéressante et hyper complète. Moi il y a plusieurs choses qui me viennent en tête lorsque je lis cette question. C'est que ce que tu as lu dans ton cours de biologie, c'est quelque chose d'assez hypothétique en fait, puisque ça fait bien longtemps que la nature ne fonctionne pas bien avec les humains sur cette terre. Donc pour moi ce que tu as lu c'est vraiment de la théorie, c'est une théorie qui se tient, qui est tout à fait logique, c'est effectivement la façon dont la nature devrait fonctionner, mais c'est pas la façon dont la nature fonctionne aujourd'hui. D'ailleurs je sais pas si t'es au courant, mais on est en plein dans une 6e extinction de masse, qui est une extinction extrêmement puissante et violente pour la nature présentement. Et sache que la première et principale cause de cette extinction de masse, c'est tout simplement l'activité humaine, donc le fait que les humains fonctionnent sur cette terre et que justement les humains ne sont pas en adéquation avec le rythme de la nature. Du coup je trouve que vraiment cette question de cycle de la nature, en fait sur à peu près tout ce que tu dis, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose qui se réalise réellement. Le fait que les humains sont réduits en cendres et qu'ils sont donnés aux insectes, c'est plus le cas aujourd'hui. La seule façon de faire ça, c'est de faire l'humoucisation, je crois que c'est un nom comme ça, houmousation du corps, et c'est pas encore du tout répandu, d'ailleurs c'est interdit en France. Aujourd'hui en France, les corps ne retournent pas du tout à la nature. Ensuite, on peut vraiment voir la pollution de l'eau, la pollution de la terre, la pollution de l'air, qui est faite par l'humain, qui est absolument catastrophique. Et l'humain et sa production de CO2, sa production de pollution vient plutôt en fait, je trouve, et c'est même pas je trouve, c'est les scientifiques qui le disent, perturber tout simplement cet équilibre. Et en fait, une façon de permettre à cet équilibre d'au moins un tout petit peu mieux fonctionner, c'est vraiment justement de devenir vegan. Si tu regardes les premières causes de réchauffement climatique, donc de production de CO2 et de méthane, etc., de production de gaz à effet de serre tout simplement, et bien la première chose c'est l'extraction et l'utilisation du pétrole, et directement après c'est tout simplement l'élevage en fait, l'élevage des animaux pour la consommation humaine, et ensuite la troisième cause c'est les transports. Et une façon aujourd'hui extrêmement efficace de lutter contre le dérèglement climatique, c'est tout simplement de manger vegan. Ça a été prouvé maintes et maintes fois, mais notamment par une méta-étude d'Oxford qui date de 2018, qui prouve qu'on peut réduire de jusqu'à 73% ses émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation en mangeant vegan par rapport à une alimentation omnivore. Au niveau de ce dont tu parles par rapport aux végétaux, au fait que les animaux et les humains devraient se nourrir de végétaux et que du coup ça ferait de la déforestation, etc. Faut savoir que l'immense majorité de la déforestation est liée justement à l'élevage animal, encore une fois, puisque 80% de toutes les productions en fait agricoles dans le monde correspondent à ce qui est utilisé pour l'élevage, donc il y a uniquement 20% qui est utilisé vraiment pour la consommation humaine directement. Donc en fait, au contraire, si l'humanité devenait végane, ce qui encore une fois ne se fera pas clairement, et surtout pas du jour au lendemain, donc dans tous les cas il y aurait une transition qui se ferait, et cette période de transition est extrêmement importante aussi justement pour respecter l'équilibre de la nature, etc., qui encore une fois n'est pas du tout respecté actuellement avec des humains omnivores, hein, on est d'accord là-dessus. Et bien ce qui se passerait tout simplement, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'animaux sauvages, d'animaux tout simplement qui fonctionnent déjà très bien avec la nature, et beaucoup moins d'animaux domestiqués, donc surtout d'animaux en fait d'élevage, puisque aujourd'hui on fait se reproduire les animaux d'élevage artificiellement de façon complètement astronomique et énorme pour justement pouvoir les tuer et les manger. Mais tout ça n'est pas du tout naturel. Donc en fait dans un monde vegan, on ferait tout simplement naître beaucoup moins d'animaux dits domestiques ou dits de ferme, parce qu'on aurait tout simplement pas besoin en fait d'en produire autant entre guillemets, et en fait ce serait totalement différent quoi. Donc le moins d'animaux il y a à nourrir, le moins il y a besoin en fait de déforester, de faire de l'agriculture intensive et de polluer la terre. Donc ce serait beaucoup plus intéressant tout simplement de manger directement ces végétaux, et crois
mois, on aurait besoin de beaucoup moins de terres agricoles, puisqu'encore une fois, 80% des terres agricoles dans le monde sont utilisées uniquement pour l'élevage. Et après, le sujet de devenir vegan, évidemment, il ne concerne que les humains, donc il ne concerne que notre espèce. Évidemment, le but des véganes n'est pas de dire que les animaux qui sont carnivores dans la nature devraient arrêter de manger les animaux herbivores comme ça a toujours été le cas, parce que effectivement, comme tu le soulignes très bien, la nature fonctionne comme ça, mais nous sommes hors de cet espace naturel. Nous allons faire nos courses dans les supermarchés, nous habitons dans des maisons en dur, nous sommes tout simplement non nomades, donc sédentaires, nous avons des activités qui sont absolument pas naturelles, nous avons des préoccupations qui ne sont absolument pas naturelles, et nous avons une durée de vie qui n'est absolument pas naturelle, et tout ça en fait fait que on est sorti en fait de la nature, mais par contre on a toujours un impact qui est très négatif sur elle, et cet impact peut donc être amélioré en devenant vegan. Donc voilà, j'espère que tout ça t'aide. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir différemment que la biologie et ce qu'elle nous dit dans sa forme la plus pure et la plus simple, qui n'est pas une forme réaliste aujourd'hui. Consommerais-tu du lait ou des œufs d'un animal que tu élèves dans de bonnes conditions avec amour? Alors cette question, je dois dire que je suis désolée, mais elle me fait un peu rire, parce que je trouve qu'elle est vraiment tournée d'une façon déjà qui est très biaisée, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'élever un animal avec de l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire et comment tu le fais? En fait, c'est-à-dire comment tu as chez toi, disons, suffisamment de poules pour ta consommation d'œufs et une vache, on va dire, pour ta consommation de lait. Bah, les vaches, ce sont pas des fontaines, hein. Les vaches, elles produisent du lait comme tous les autres mammifères. Déjà, si je voulais consommer le lait de la vache et qu'elle était chez moi, ce qui encore une fois est totalement hypothétique et impossible en fait, tout simplement, parce que je n'aurai jamais de vache chez moi, eh bien il faudrait qu'elle soit inséminée ou que j'ai également un bœuf pour que les deux puissent se reproduire et que il et elle se reproduisent suffisamment régulièrement pour que j'ai du lait pour ma consommation personnelle. Ensuite, ça voudrait dire qu'il faudrait que je prélève le lait de la vache sans que cela n'impacte le veau, donc que le veau ait suffisamment de lait, donc imaginons que ce soit possible. Ensuite, le veau, j'en fais quoi? Le veau il grandit en fait, et la vache va avoir un veau tous les ans, et en fait au bout de 5 ans où j'ai fait ça, j'ai déjà un cheptel de 7 animaux en fait concrètement, puisque j'ai le taureau, la vache, et ensuite les 5 animaux qui sont nés pour que je puisse avoir du lait de vache. Ensuite, si je veux consommer du fromage, et bien dans le fromage il y a de la présure pour tout simplement faire cailler le fromage. Donc si je voulais consommer uniquement le lait de ma vache et que je voulais continuer à consommer du fromage, et bien il faudrait que je récupère cette présure. Cette présure, on la récupère dans le 4e couche de l'estomac du veau, et donc pour cela il faut tout simplement tuer le veau pour récupérer l'estomac et ensuite récupérer ce liquide dans la 4e couche. Donc déjà de base, là dans ton élevage, il n'y a plus l'amour et le respect, parce que je suis obligée de tuer mon veau pour manger mon fromage maison. Donc je sais pas si ça répond à ta question, j'espère que oui. Sache qu'absolument personne dans sa vie n'a une vache dans son jardin pour en consommer le lait, et du coup je vois pas trop pourquoi il faudrait réfléchir dans des conditions totalement hypothétiques, alors qu'on peut réfléchir avec ce qu'est notre vie réellement aujourd'hui, c'est-à-dire acheter du fromage, du lait, des produits laitiers, des biscuits, des croissants, du pain qui vont contenir, ou des brioches qui vont contenir du lait, et ce lait il va être produit comment? Il va être produit dans des conditions absolument atroces, où en fait on va inséminer de force et artificiellement des vaches perpétuellement pendant environ 5 ans, et ensuite elles vont être totalement épuisées, elles vont être tellement traites. En fait la traite, il faut savoir que ça utilise énormément d'énergie, que ce soit pour les femmes qui vont en fait tout simplement allaiter leur bébé, elles doivent manger plus de calories tous les jours, et donc c'est pareil pour les vaches, c'est très fatigant. Il faut savoir qu'une vache qui va vivre 5 ans et qui va être traite en fait tous les jours, et bien c'est comme si elle courait 6 heures tous les jours. Donc en gros c'est comme si toi en tant que femme tu allais courir tous les jours pendant 6 heures, et ça c'est l'énergie que ça te demande d'être traite en fait de la même façon qu'une vache est traite aujourd'hui en France. Ensuite cette vache au bout de 5 ans, parfois un peu plus, et bien elle va être envoyée à l'abattoir parce qu'elle est tellement épuisée qu'elle ne produit plus assez de lait. Parfois les vaches s'écroulent carrément sur elles-mêmes tellement elles sont épuisées et tellement leurs os sont fatigués d'avoir produit autant de lait, et ensuite du coup elle est égorgée pour être transformée en viande, qui va être une viande qui va être vendue au rayon en fait bœuf des supermarchés, et qui pour autant va être une viande de vache laitière crevée qui va être très pauvre en gras, du coup ça va être marketé comme ça. Et ensuite si on parle de ces veaux du coup qui ont dû naître pour qu'elles puissent produire du lait en tant que mammifères, et bien les veaux femelles vont être soumises à la même vie en fait que cette vache, donc envoyée à l'abattoir au bout de 5 ans suite à une exploitation assez intense, tandis que le veau mâle, lui, va être tué directement pour produire de la viande de veau que l'on consomme en France. Donc en fait, si on prend la réalité des choses, qui est, regardons en fait tout simplement le rayon de viande bovine dans les supermarchés, et bien il faut savoir que, dans les supermarchés ou chez les bouchers, hein, c'est la même chose, il faut savoir que 40% de ce rayon est dû à l'industrie laitière et non pas à l'industrie de la viande directement bovine. Vous avez déjà une réponse de pourquoi les véganes ne mangent
pas de lait ou de fromage ou de produits laitiers? Une autre réponse, c'est que tout simplement, pourquoi j'irais me casser la tête à créer un élevage alors que je peux tout simplement consommer des laits végétaux et des fromages végétaux? Je vois vraiment pas pourquoi. Et du coup, la notion d'amour, pour moi, elle est vraiment à mettre un petit peu en relief. Je serais vraiment curieuse de savoir comment on élève des vaches avec amour, étant donné que l'immense majorité des cheptels en France sont des cheptels qui vont être hors sol, donc qui vont être tout simplement dans des espèces de hangars en fait un peu ouverts avec les vaches. Et est-ce que c'est de l'amour que de castrer certains bœufs à vif? Est-ce que c'est de l'amour de tuer des bébés, donc des veaux, pour consommer en fait leur viande, et aussi parce que ils sont des sous-produits un peu inutiles de l'industrie laitière? Et est-ce que c'est traiter les vaches avec amour, de les envoyer prématurément au bout de quelques années de traite à l'abattoir? Est-ce que c'est traiter ces vaches avec amour, de leur prélever autant de lait que c'est comme si une femme courait 6 heures tous les jours et donc il y a un épuisement qui s'installe? Vraiment, pour moi, c'est pas la vision de l'amour. La vision de l'amour envers les animaux, c'est tout simplement de les laisser tranquilles et de les laisser vivre leur vie normalement, en fait. C'est-à-dire comme on laisse plein d'animaux en fait vivre leur vie normalement. Et voilà, en fait, pour moi, traiter les vaches avec amour, c'est déjà les faire beaucoup moins se reproduire, et les vaches qui sont présentes sur Terre actuellement, et bien les traiter, les mettre en refuge et leur permettre d'avoir une vie de vache normale, c'est-à-dire brouter dans les blés, changer d'endroit par saison de temps en temps, avoir un confort en fait la nuit si elles veulent dormir à l'intérieur, ne pas vivre dans leurs excréments par exemple, comme c'est le cas dans beaucoup d'élevages. Et voilà, c'est ça pour moi en fait, traiter une vache avec amour, c'est pas la faire se reproduire pour récupérer son lait maternel qui ne m'est pas destiné, puisqu'en plus je ne suis plus un bébé et je suis sevrée depuis longtemps du lait maternel. Et pour les poules, c'est un peu différent, je pense que c'est beaucoup plus facile pour le coup au niveau des poules d'avoir un cadre qui soit, on va dire, beaucoup plus bienveillant envers les poules, puisqu'on n'a pas besoin de les faire se reproduire pour qu'elles produisent des œufs. Néanmoins, il est à noter que les poules ont été modifiées génétiquement depuis des dizaines et des dizaines d'années pour en fait correspondre à des normes en fait capitalistes, productivistes, puisqu'il faut savoir que les oiseaux, aucun oiseau dans la nature ne pond un œuf par jour, ça n'existe pas en fait tout simplement. Les oiseaux pondent en général au maximum quelques œufs par mois, et c'est également normalement ce qui devrait se passer pour les poules. Alors vous direz, bon ok, elle a été modifiée génétiquement, mais finalement c'est pas grave, elle pond les œufs. Oui, elle pond les œufs, certes, on peut pas faire grand chose maintenant envers ça, mais par contre on peut comprendre que c'est douloureux pour les poules de pondre autant d'œufs, c'est extrêmement douloureux pour leur cloaque, et également ça les décalcifie puisqu'elles doivent produire la coquille en leur intérieur, et pour produire cette coquille elles sont obligées d'utiliser du calcium, et au bout d'un moment en fait elles n'ont plus assez de calcium, et c'est comme ça qu'elles peuvent se casser des pattes et souffrir énormément. Au niveau du cloaque aussi, tout simplement elles souffrent, il y a beaucoup de poules qui ont des infections au cloaque, qui saignent du cloaque, etc. Et ensuite il y a deux autres sujets à aborder. Le sujet de si j'avais des poules et que je voulais consommer les œufs de mes poules, ça voudrait dire qu'il faudrait que je consomme vegan absolument partout à l'extérieur de chez moi, lorsque je fais mes courses en supermarché, lorsque je vais manger au restaurant, lorsque je vais manger chez des amis, pour être sûre de ne pas avoir des œufs de l'industrie, qui donc, je le rappelle, sont les œufs qui sont à 99,9% produits en France, et qui sont des œufs qui vont tuer les poules en abattoir, qui vont tuer et broyer des poussins mâles à la naissance. Je t'invite à chercher sexage sur internet pour comprendre de quoi il s'agit. Mais imaginons vraiment que ce soit soutenable que chaque Française ait dans son jardin sa poule pour lui produire des œufs. Déjà, bon, spoiler alerte, ce n'est pas soutenable, mais imaginons que ce soit le cas. Ça voudrait dire que, ne serait-ce que si on voulait consommer ne serait-ce qu'un œuf par semaine, sachant qu'on est plutôt à un œuf par jour pour la plupart des Françaises, eh bien, il faudrait tout simplement avoir 8 milliards de poules pour que chaque personne sur cette terre consomme un œuf toutes les semaines, et ça me paraît déjà énorme. Et donc en fait, il faut comprendre quelque chose, si l'industrie fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que c'est ainsi que le monde fonctionne, ça correspond à notre consommation au quotidien, et ces élevages-là ne sont pas faits avec amour, donc je pense que c'est quand même très très important de le souligner, puisque selon moi, on ne peut pas tuer avec amour quelqu'un qui ne souhaite pas mourir, voilà, tout simplement. Aimes-tu l'Alsace? Alors j'adore l'Alsace, j'ai déménagé en Alsace depuis un peu plus d'un an, ça va faire bientôt un an et demi, et je suis hyper heureuse de ce choix. On habite dans un quartier de Strasbourg qui est très vert, ce que je trouve extrêmement agréable, parce que du coup on est proche, enfin on est en ville, et en même temps on est aussi proche de la nature, et ça c'est un bonheur que j'ai au quotidien. En plus, depuis qu'on a adopté Ebrel, notre petite chienne roumaine, eh bien elle peut profiter de cette nature avoisinante, et c'est vraiment extrêmement agréable, vraiment aucun regret. J'adore les Vosges également, dans lesquels je vais régulièrement, notamment l'été pour faire des randonnées le week-end. Et j'adore tous les petits villages en Alsace qui sont absolument magnifiques, qui sont pour certains classés UNESCO. Enfin vraiment, je suis amoureuse de cette région. J'adore aussi le temps, en fait, la façon dont le climat se comporte. Donc vraiment, je trouve ça super. Le seul défaut, c'est qu'il y a trop de moustiques à Strasbourg.
Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée en 2023? Il y a beaucoup de belles choses qui me sont arrivées en 2023, notamment le fait, comme dit, qu'en début d'année, j'ai réussi à sortir de ma dépression et j'ai renaquis à ce moment-là. Vraiment, ça va beaucoup mieux depuis et je suis plus retombée en fait dans une détresse psychologique comme je l'étais fin 2023. Je dirais vraiment que la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est l'adoption de ma chienne Ebrel. Mais c'est un tel bonheur dans ma vie d'avoir cette chienne. Vraiment, c'est ma fille, très clairement, et je l'aime depuis le profond de mon cœur. Elle m'apporte tellement de joie au quotidien. D'ailleurs, j'ai les larmes aux yeux en parlant de ce sujet. Parce que sincèrement, c'est incroyable cette rencontre qu'on a pu avoir avec cet animal absolument extraordinaire. Je suis tellement heureuse d'avoir la chance de l'avoir au quotidien avec nous, de la connaître, d'être sa maman, de pouvoir prendre soin d'elle. C'est un véritable bonheur au quotidien. Et clairement, c'est ma plus grande réussite et ma plus belle réussite de 2023. Comment utilises-tu tes protéines en poudre, s'il te plaît? Des recettes avec Please. Alors vous le savez, j'adore consommer des protéines en poudre. Je consomme notamment des protéines en poudre nature et c'est très pratique parce que du coup, comme elles sont nature, je peux les mettre dans absolument tous mes plats et la protéine de riz est extrêmement fine, extrêmement protéinée et super pratique à intégrer. Donc moi, je les intègre dans mes soupes, dans mes sauces, dans mes gratins, dans mes vinaigrettes, également dans des pains maison, dans des mijotés, dans des currys, dans des gâteaux, dans des biscuits. Vraiment, je les intègre dans absolument tout. Alors, j'en consomme pas tout le temps, mais je peux les consommer dans tout ce que je veux. C'est vraiment hyper pratique et versatile. Et en sucré, je les consomme beaucoup, pareil, dans des recettes de gâteaux, dans des yaourts, dans mes céréales du petit déjeuner, dans mes porridge, dans mes smoothies. Vraiment, c'est hyper versatile. J'adore ce produit. Quel aliment végétal apporte autant de protéines que la viande? Pourquoi faire des recettes qui ressemblent au mets avec de la viande? Cela m'intrigue. Alors pour les protéines, comme dit, moi je t'invite vraiment à te tourner vers les légumineuses et en manger en grande quantité, notamment si elles sont trempées et ou germées, ce qui sera plus doux pour ta flore intestinale. Si tu commences à consommer des légumineuses tout juste actuellement, je te conseille vraiment d'y aller petit à petit. Et ensuite, je te conseille grandement le tofu, qui en plus d'être riche en protéines est hyper riche en calcium et également en fer, mais aussi en oméga 3 végétaux. Je t'invite également à t'intéresser au seitan. Je te laisserai regarder ce que c'est sur internet. On peut le faire maison, c'est délicieux et on peut également l'acheter. Les protéines en poudre, c'est vraiment une super façon d'intégrer facilement des protéines dans son quotidien. Et on a également le tempeh qui est un produit fermenté extrêmement bon pour la santé. Ensuite, pour ce qui est de pourquoi les véganes veulent parfois consommer des produits qui ressemblent aux produits animaux. Alors déjà, je souhaite reformuler cette question, puisque la réalité des choses, encore une fois, sachez qu'on est très peu de véganes en France, on doit correspondre à peu près à 0,5%. Ce n'est pas pour nous que les simili-carnets ont pullulé dans les rayons des supermarchés actuellement. Vous vous en doutez, on ne crée pas toute une gamme qui fait des mètres et des mètres dans un supermarché pour 0,5% de la population, ça n'existe pas. Donc ces produits-là sont réellement à destination des omnivores en réalité, des omnivores qui souhaitent réduire leur consommation de viande et également des végétariens, mais en grande majorité à destination de ce qu'on appelle les flexitariens. Et donc la raison pour laquelle on mange ces produits-là, c'est tout simplement parce qu'en général, on a été élevé dans un schéma en fait qui est carniste, omnivore, qui consomme des produits animaux à tous les repas, et que tout simplement, de temps en temps, eh bien, ça nous fait plaisir de retrouver ces goûts-là. Le sujet du végétarisme ou du véganisme n'est absolument pas un sujet de goût, au contraire, lorsqu'on devient vegan, on va plus loin que ce goût, ou comme dirait Marie-Gabrielle, si elle passe par là, on va plus loin que le bout de sa fourchette, c'est-à-dire que on commence à intégrer en fait différents points de vue plutôt que uniquement notre point de vue et notre nez dans notre assiette, et on commence à voir l'impact écologique, l'impact sur d'autres êtres vivants, notamment les animaux qui sont tués pour nos assiettes, l'impact sur les humains aussi, puisqu'on n'en parle pas assez des conditions des éleveurs qui sont parfois dans des systèmes où ils sont obligés de faire de l'élevage intensif, ce qui ne leur correspond pas du tout et ne leur plaît pas du tout. On parle pas assez non plus des personnes qui sont en grande majorité des hommes qui sont employés en abattoir, qui sont beaucoup des personnes qui sont en fait des personnes étrangères qui n'ont pas la possibilité de faire d'autres métiers parfois, et qui sont des métiers absolument atroces dans lesquels on baigne dans la merde littéralement, dans le sang et dans le cri des animaux au quotidien, et c'est absolument horrible. Et en plus ce sont des métiers, aussi la boucherie d'ailleurs, dans lesquels il y a 30% de chances de plus d'avoir des accidents graves au travail, donc notamment par exemple se couper des doigts, se couper des mains, enfin des choses qui sont absolument atroces et que personne n'a envie de subir sur son lieu de travail. Et là vous comprenez qu'on est bien loin d'une simple question de comment ça fait quand je mange un produit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc voilà, tout simplement, parfois on a envie de retrouver ces goûts-là sans les désavantages. C'est comme quand on boit de la bière sans alcool, ben on a envie de boire de la bière, mais on n'a pas envie d'avoir de l'alcool. C'est comme quand on vapote et qu'on n'a plus de nicotine dans sa cigarette électronique, et bien on a envie de faire comme si on fumait parce qu'on aimait bien ça, mais on n'a plus envie d'avoir de la nicotine. C'est comme quand on mange du pain sans gluten, et bien on a envie de manger du pain, mais pas avoir du gluten. Et bien quand on mange des simili-carnés, on a envie de manger comme de la viande, mais sans tuer un animal derrière et sans avoir l'impact écologique
écologique de la viande et également l'impact mauvais sur la santé, puisqu'il a été également prouvé scientifiquement que les viandes végétales sont bien meilleures pour la santé et pour l'environnement que les viandes animales. Donc en gros, c'est une version plus de la viande traditionnelle. Est-ce que tu penses que le véganisme est l'alimentation de demain ou penses-tu que c'est un effet de mode et que ça va s'essouffler plus tard et que les gens en auront marre? Encore une question hyper intéressante, décidément vous m'avez posé des questions mais tellement intéressantes et pertinentes. Je pense que le véganisme est totalement une alimentation de demain et c'est pas que je le pense, c'est juste que c'est factuel. Comme je vous l'avais dit par rapport à la méta-étude qui a été faite par Oxford, il a été prouvé qu'on peut réduire de jusqu'à 3 quarts en fait sa consommation de CO2 en fait dans l'alimentation en mangeant vegan. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte, le fait que la déforestation serait grandement réduite, le fait que la pollution de l'air, de la terre et de l'eau, hein, parce qu'on parle pas assez de la pollution de l'eau avec notamment les nitrates, toutes les algues vertes en Bretagne sont liées aux élevages intensifs de cochons. Donc évidemment, en fait, l'écologie va nous forcer, c'est un peu triste à dire parce que je pense que malheureusement, l'impact sur les animaux, l'éthique envers les animaux, le respect envers les animaux, le fait de ne pas trucider les animaux et de leur ôter la vie, je pense que c'est pas quelque chose qui va beaucoup toucher beaucoup plus les gens à l'avenir. Ça va être le cas parce que l'éducation est de plus en plus bienveillante et je pense que ça va jouer là-dessus, mais ce sera vraiment sur le long terme et actuellement on n'a pas le temps de faire sur du long terme et je pense que vraiment le sujet écologique va bien évidemment prendre une grande place dans ces sujets-là et qu'il y a bien un moment où la politique en fait va comprendre qu'il faut entamer une transition, c'est essentiel. Et donc de ce fait, oui, je pense totalement que le véganisme est une alimentation de demain et c'est pas que moi qui le pense, hein, c'est le rapport du GIEC, c'est les scientifiques au travers du monde et vraiment tout ça c'est hyper intéressant, hyper stimulant de s'y intéresser et de s'informer sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez arrêté le fricanisme depuis que vous êtes à Strasbourg? Je ne vois plus de partage sur le sujet. Oui, effectivement, on a arrêté parce qu'on s'est éloigné du centre-ville et de ce fait, on n'a plus vraiment accès à des poubelles. On n'a pas beaucoup autour de chez nous de magasins qui nous permettent de faire du friganisme. Et donc, c'est tout simplement la raison pour laquelle on a arrêté. Mais évidemment, si vous habitez à Paris ou dans une grande ville, je vous invite très fortement à vous intéresser au sujet. J'ai fait des vidéos explicatives avec vraiment un tuto complet sur comment faire du friganisme. Vos recettes sont très sympas, pourriez-vous noter les calories s'il vous plaît? Je cuisine beaucoup, IG bas. Non, je ne noterai jamais les calories sur mes recettes, c'est extrêmement important pour moi que mes recettes restent safe pour toutes les personnes qui sont victimes de TCA. Les TCA c'est vraiment un sujet dont on parle beaucoup trop peu, qui est beaucoup trop pris à la légère par énormément de gens, tout comme la dépression d'ailleurs, et pourtant ce sont des sujets qui sont très problématiques et quand on est une personne comme moi un peu publique, et bien pour moi c'est très important de ne pas aller trigger les jeunes et les moins jeunes sur les sujets de TCA. Je vais vous lire quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte. En 2019, il y avait 600 000 jeunes qui souffraient de troubles du comportement alimentaire, dont 28% qui faisaient des crises de boulimie, 19% qui sont dans un contrôle de poids, donc déjà juste là, entre les 28 et les 19%, on arrive à presque 50% des jeunes qui sont victimes d'une façon ou d'une autre par des TCA. Et il faut savoir également que les TCA constituent la deuxième cause de mortalité prématurée chez les jeunes entre 15 et 24 ans, juste après les accidents de la route, et que le taux de mortalité d'une personne en anorexie mentale est 12 fois plus élevé que les personnes de son âge qui ne sont pas malades, et également les tentatives de suicide touchent jusqu'à 20% des anorexiques et 35% des boulimiques. Moi-même j'ai fait de l'hyperphagie, j'en fais encore aujourd'hui, je suis donc victime de TCA, c'est lié tout simplement à mon histoire familiale, et de ce fait c'est très important pour moi de ne pas parler en fait de chiffres, de calories, de tous ces trucs là. J'essaie de faire très attention aussi à ne pas utiliser les termes sains liés à l'alimentation, les termes ça c'est cochon, ça c'est coquin, ça c'est sain. J'essaie de ne pas labelliser trop tout ça, de ne pas utiliser des termes comme détox, etc. Parce que tout ça pour moi ce sont des termes très problématiques qui font vraiment souffrir des gens aujourd'hui en France et notamment des gens qui me suivent et donc je ne veux pas en fait enfoncer le clou tout simplement. Donc non, je ne donnerai jamais les calories de mes recettes. En revanche, si tu souhaites les calculer, eh bien il y a des calculateurs en ligne qui sont tout à fait accessibles pour ce faire. Est-ce que des fois tu craques viande, fromage ou est-ce que ça te passe pas par la tête? Alors non, je ne craque pas. Parfois ça me fait envie, il y a des produits animaux qui vont me faire très envie en fonction du moment. C'est souvent des moments où justement je vais faire des crises d'hyperphagie ou que je vais aller mal ou ce genre de choses. Donc en fait tout simplement ce que je fais c'est que je me souviens pourquoi je fais ça. Parfois je vais regarder tout simplement sur internet un petit peu des vidéos d'animaux tout mignons pour pouvoir me rappeler pourquoi c'est important de les respecter dans leur droit à vivre tout simplement. Et justement on en revient à mais pourquoi ça existe les simili carnés? Bah voilà, ça existe pour ça tout simplement. Si j'ai envie de manger du fromage, eh bien j'achète du fromage vegan. Si j'ai envie de manger du saumon fumé, eh bien j'achète du saumon fumé vegan. Si j'ai envie de manger des cookies, eh bien je vais les faire vegan à la maison ou les acheter vegan. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant justement dans ces moments-là de pas trop se frustrer, mais tout simplement de se diriger vers des alternatives véganes, puisqu'il existe aujourd'hui énormément d'alternatives véganes pour à peu près tous les produits et c'est vraiment génial.
Comment vas-tu en ce moment avec tout ce qui se passe? Merci pour tout ton travail. Encore une fois, merci beaucoup Laetitia d'avoir posé cette question. Je trouve que c'est avec ces questions qu'on se rend compte à quel point vous êtes mais bienveillante avec moi et soucieuse en fait de ma santé mentale vu que j'en ai parlé. Vraiment merci beaucoup. Tout va bien en ce moment, je suis hyper heureuse dans mon travail et comme dit au début de la vidéo, grâce à mon travail psy, vraiment ça m'aide énormément à continuer à aller bien. Quel est ton plus grand bonheur dans la vie et surtout merci d'être toi? Mon plus grand bonheur dans la vie, c'est d'être au quotidien avec ma chienne, c'est d'être au quotidien avec mon amoureux, c'est de vivre dans un environnement que j'adore, c'est de faire ce que j'aime au quotidien dans mon travail avec les réseaux sociaux. Et aussi, depuis que je suis alignée avec mes valeurs morales, d'être végane depuis ce fameux jour de 2016, je vous assure que j'ai vraiment un poids qui s'est enlevé de mes épaules, une culpabilité qui s'est enlevée de mes épaules et je suis beaucoup plus heureuse depuis. Quand est-ce qu'on mange? Eh bien, a priori 3 fois par jour, matin, midi et soir, mais certaines personnes mangent 4 fois et d'autres 2 fois. Est-ce que vous avez des projets pour les années à venir avec Erwan et Ebrel? Bien sûr, on a plein de projets pour l'avenir. Pour l'instant, on a encore besoin de discuter de certaines choses avant de mettre certaines choses en place, et je pense que c'est normal. Ça fait que 2 ans et demi qu'on est ensemble avec Erwan, on a déjà acheté notre appartement, on habite ensemble, etc. Et ça se passe très très bien au quotidien. Nos projets, c'est tout simplement de se paxer dans un premier temps, je pense que ça devrait arriver cette année, de se marier ensuite, et on aimerait beaucoup avoir un enfant. Voilà, c'est nos projets. Et également, on aimerait beaucoup acheter une maison à terme. Donc voilà, je crois que ce sont des projets qui sont extrêmement classiques et pour autant on s'y retrouve et on est heureuse là-dedans, donc c'est l'important. Parfois on peut rester dans les normes et être heureuse. Et également on aimerait beaucoup peut-être dans un avenir un peu plus lointain, lorsqu'on achètera notre maison, on aimerait prendre une chambre supplémentaire parce qu'on souhaiterait pour l'instant avoir qu'un seul enfant, mais on aimerait avoir 3 chambres dans cette maison pour pouvoir accueillir un jour un enfant de la DAS et passer l'agrément en fait pour être famille d'accueil, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tente beaucoup et on aimerait beaucoup faire ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, de m'avoir écouté blablater. J'ai super hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à répondre vous-même à certaines questions qui vous ont intéressé de la foire aux questions dans les commentaires. Comme ça, j'apprends à plus vous connaître. Et comme vous le savez, j'adore vous connaître. J'adore même connaître vos prénoms, etc. Pour moi, c'est hyper important, malgré le fait que j'ai une grosse communauté. Bon, sur YouTube, on est quand même beaucoup moins, mais sur les autres plateformes, on est beaucoup. On se retrouve tout de suite sur une autre vidéo YouTube qui pourrait vous intéresser sur ma chaîne. Je vous fais des énormes bisous. Merci encore pour votre bienveillance et votre soutien au quotidien. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.